Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Grand Prix La Marseillaise, première manche de la Coupe de France, première course française de la saison chez les professionnels. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et puis on fera le top flop comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, qui vous avez trouvé bon, qui vous avez trouvé moins bon. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Par exemple, le Tour de Sunweb en ce moment. Par exemple, il y aura le Tour d'Arabie Saoudite, il y aura l'Étoile de Bessèges la semaine prochaine et le Tour de la Communauté de Valence. Pour l'instant, je ne sais pas, parce que vu que j'ai pas de connexion internet, c'est un petit peu le boxon, on va pas se mentir, pour faire les vidéos. On commence tout de suite avec ce Grand Prix La Marseillaise, donc encore une fois, sans connexion internet. Fixe, donc avec la 4G, donc vraiment pas simple pour regarder la course. Et on n'a pas eu le même scénario que les années précédentes, avec une route des crêtes qui a été très importante dans la course. C'était le souhait des organisateurs de changer le sens de la route des crêtes, c'est-à-dire vraiment de passer par le côté le plus pentu, ce qui fait que ça a eu son importance vraiment avec une grosse difficulté d'entrée, des gros pourcentages, et les équipes certaines équipes avaient envie de faire la différence. C'était le cas d'AG2R, c'était le cas de EF. Chez EF, on n'avait pas Kort Nielsen, donc forcément il fallait faire autrement. Chez AG2R, on n'avait pas non plus de sprinter, donc c'était Cosnefroy la chance de coureur la plus rapide, donc forcément il fallait aussi partir de loin. Ils ont trouvé comme allié notamment la Groupama qui avait envie de faire une course animée, du fait aussi qu'ils n'avaient pas Jack Stewart, et ça a créé une course vraiment spectaculaire avec une route des crêtes qui a été prépondérante, et puis la descente avant le col de la Gineste où là aussi Paul Est est sorti, une traversée de la Ciotat qui fera parler. Et on reviendra là-dessus quand on parlera de Benoît Cosnefroy, parce que c'est vrai que c'est une traversée qui fera parler. Mais ça a été une course très sympa à suivre, comme souvent, le Grand Prix à Marseillaise. Par rapport aux courses, par exemple, du mois de janvier, c'est peut-être la course la plus intéressante du mois de janvier, le Grand Prix à Marseillaise. Par rapport au Donander, par rapport à Cadel Evans Ocean Road Classic, par rapport au Challenge de Majorque. Moi, j'ai toujours une affection particulière pour cette course, parce que le parcours est pas simple, et souvent il y a rarement une course très cadenassée sur ce Grand Prix la Marseillaise. Et dernière, notamment sur Guillaume Martin. Moi, je me suis rarement ennuyé sur cette course. J'ai déjà vu au moins 5-6 éditions du Grand Prix la Marseillaise. J'ai souvent pris du plaisir à regarder cette course. Donc c'est une course qui est très intéressante. Alors même si souvent les coureurs qui s'imposent n'ont pas toujours la réussite après derrière. Est-ce que Nelson Pelez sera plutôt du côté de Bernard Hinault ou de Amaury Capiot, quoi qu'Amaury Capiot c'était pas le pire, plutôt de Paré-Pinte, parce que je crois que l'année où Paré-Pinte gagne, pas souvenir qu'il ait fait grand chose ensuite dans la saison. Mais ça a été intéressant, avec pas le même scénario que les années précédentes. Donc ça, c'était très sympa. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Nelson Pelez. On en a parlé déjà sur l'échange de Majorque, que je trouve que cette équipe EF pour le moment fait un très bon début de saison, et j'avais dit surtout cette équipe court bien. On en avait parlé lors de la victoire de Vandenberg, lors de la deuxième manche des challenges de Majorque, où j'avais dit cette équipe, ça fait depuis 2 jours que je les vois, 2 jours qu'on les voit beaucoup plus que les années précédentes, où le collectif travaille mieux. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que c'est toujours le même staff. Je sais pas si c'est juste l'arrivée de Carapaz qui a changé un peu la manière de faire de l'équipe. Alors Nelson Pelez a toujours été un coureur offensif, mais là il n'y a pas que Nelson Pelez, c'est-à-dire que ça commence par une équipe qui roule à 75 bornes de l'arrivée avec AG2R pour tenter de dynamiter un petit peu le peloton, de fatiguer certains coureurs. Ensuite Nelson Pelez
continue le travail derrière Cosnefroy, derrière Lenny Martinez, parce que c'était les 3 qui sont partis dans le col des Crêtes. Dans la route des Crêtes, pardon, plus précisément. Mais Nelson Poles, quand il part dans la descente, c'est très intelligent parce qu'il sait que s'il est rattrapé, c'est pas très grave parce que c'est l'un des plus forts du groupe. Il sait aussi qu'il a une bonne pointe de vitesse, Poles. Donc peut-être que s'il se retrouve dans un deuxième groupe et qu'il y a un coureur qui est sorti devant, peut-être qu'on le regardera un petit peu et que dès qu'il attaquera, on le suivra. Ce qui s'est passé dans le groupe derrière Nelson Poles, tout le monde s'est un petit peu regardé. Poles, ouais, il part au bon moment, et c'est surtout que lui attaque à ce moment-là et fasse un écart, c'est bien. C'est surtout que les autres se sont un peu plantés à ce moment-là parce que tu peux pas laisser 15 secondes, 20 secondes gratos à Nelson Poles. Ce mec a remporté la classification Sébastien. Il a pas remporté des courses de nulos quand même, Nelson Poles, dans sa carrière. Je crois que ses adversaires ont fait une petite erreur de marquage, comme on dirait au corner, en foot à ce moment-là. Et puis après, derrière, il a un bon rythme. Je pense que là où il gagne, bon, déjà il sort dans la descente, mais là où il gagne, c'est surtout que dans les 2 premiers kilomètres, donc les 2 kilomètres de la Ginesse, les 2 premiers sont les plus pentus. Il perd pas de temps, il gagne même un petit peu de secondes à ce moment-là. C'est-à-dire il passe de 18 secondes à 24 secondes d'écart au GPS, et ça a fait, je pense, mal mentalement à ses adversaires qui le voyaient s'éloigner, parce que certes il y a l'écart GPS, mais tu le vois s'éloigner aussi au loin. Et ça, je pense que ça a fait assez mal. Et à partir du moment où il avait plus de 15 secondes d'avance en haut du col de la Ginesse, c'était fini parce que la descente du col de la Ginesse, elle est très rapide. Et en fait, il n'y a que le dernier kilomètre et demi. Quand vous attaquez le rond-point, quasiment, vous êtes sur le plat. Quand vous tournez, il y a un rond-point où vous partez sur la gauche. Vous pouvez reprendre la première sortie à gauche. Et là, c'était fini à partir de ce moment-là. Même si Guillaume Desgrazia et Edmond Coutier, surtout Desgrazia, je sais pas, il voulait vendre du faux suspense aujourd'hui, Desgrazia, sur Eurosport, parce qu'il nous l'a fait vraiment 3 plombes de dire. Ah oui, mais il peut y avoir des gros retournements de situation sur la Marseillaise. Oui, mais 25 secondes, c'est pas fait. Non, quand il y a un mec qui est en tête seul avec 25 secondes, que derrière, en plus, il y avait aucune équipe qui prenait en main, il n'y a aucun équipier qui se sacrifiait, tout le monde s'attaquait et c'était fait. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, dès qu'on passe les 25 secondes, je sais que c'est fait parce que je sais que derrière ça roule pas, derrière ça va s'attaquer dans tous les sens et qu'il y aura pas il n'y avait pas une équipe qui avait 3-4 mecs derrière qui aurait pu contrôler et faire le rythme. Donc c'est ce qui a permis également à Poles de s'imposer. Je sais pas pourquoi il vendait ce faux suspense là, Desgrazia, je sais pas. Il était motivé. Ouais, c'est à cause du saut à ski, parce qu'il y a une belle bagarre au niveau de la Coupe du Monde de saut à ski, que vous pouvez suivre sur Piste Verte. L'épisode de Piste Verte qui va revenir pas cette semaine, pas ce week-end-là, le week-end et un petit peu la semaine dernière, il n'est pas encore monté, il a été enregistré. Je vais peut-être le monter ce soir, mais c'est pas sûr, parce qu'il y a la finale du handball. Et demain, le programme est chargé en termes d'enregistrement, très chargé. Même demain, ça va être compliqué de tout faire en temps et en heure. Et j'ai toujours un podcast à finir d'écrire. C'est un petit peu le bordel. Voilà, on va pas se mentir. La saison cycliste a repris. Il y a beaucoup de fronts différents. J'ai pas d'internet. C'est pas simple. On poursuit avec Valentin Ferron. Eh bien, une belle journée pour Valentin Ferron. Ça s'est bien passé pour lui. Il était en bonne condition. Donc, autant pour Pierre Latour, ça n'a pas été la folie. Pierre Latour, il a fini 14 minutes 37 derrière le peloton. Il finit dans les derniers du jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Pierre Latour. Premier jour de course, mais pas au top de sa forme. Certainement Pierre Latour. Et Valentin Ferron, il est très fort. On savait que dans ce groupe-là, c'est dommage qu'il ne soit pas arrivé au sprint, parce que moi je savais qu'il y avait le Belge de la Team Flanders, c'est lui. Je me disais bien que c'était les deux coureurs les plus rapides. Alors il y a Van der Moer qui s'intercale, mais moi je voyais bien Beckmaes et Ferron être sur le podium. Et Ferron, il court bien, pourtant il fait pas trop d'erreurs. La seule erreur, c'est de pas suivre Poles.
Mais peut-être qu'il s'attendait à ce que du côté de la Groupama on suive, ou du côté de d'autres coureurs on suive et que ça sorte pas. C'est sorti. Bon, parfois, voilà, vous suivez. Quand vous êtes seul dans une échappée comme ça, vous pouvez pas contrôler tout le monde. Donc, vous contrôlez. Lui, il s'est peut-être dit, je vais contrôler Chris Nellans parce que Chris Nellans paraissait fort. J'ai peut-être contrôlé Lenny Martinez et puis pas de peau, c'est Paul qui est sorti. Mais c'est dommage pour Ferron. Après, il prend une belle deuxième place sur une grande classique française. Il confirme ce qu'on avait vu sur le Critérium du Dauphiné, quoi, hein, que c'est un coureur qui, sur ce type de parcours-là, peut être très très fort et qu'il a une bonne pointe de vitesse en plus. Ils ont quand même une équipe vallonnée du côté de Total qui commence à avoir un petit peu de la gueule. Voilà, hein, entre lui, Mathieu Burgodeau, même Pierre Latour, hein, ça commence à avoir un petit peu de la gueule quand même chez Total, je trouve, l'équipe, on va dire, vallonnée. Pas l'équipe montagne, l'équipe vraiment des courses comme ça, des classiques un petit peu vallonnés. Et puis je pense qu'ils peuvent faire des bons résultats cette année sur ce type de course. Et puis je termine avec un coureur qui finit quand même 10e de l'étape, de cette première étape de la Coupe de France. Piotr Kelemen, le Tchèque de la Tudor, qu'est-ce qu'il a souffert, putain. Ça a été dur, hein, Piotr Kelemen, parce qu'il est dans l'échappée avec Maël Guégan et avec Enzo Paleni. Vous avez l'échappée qui attaque la route des Crêtes, donc à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, et là, à ce moment-là, vous avez Maël Guégan et Paleni, et c'est surtout Paleni même qui accélère. Guégan, il tente de s'accrocher derrière, et après, c'est la débandade. Vous aviez un coureur, c'était Rapito, du côté de Saint-Michel, Mavic Ovière 93 qui lui a complètement explosé. Et puis Kelemen, il était en grande difficulté. Et en plus, je me suis dit à ce moment-là, ah, putain, le gabarit, ça va être dur pour passer les bosses, quoi. Quand je vois le mec, qu'on me dit en plus qu'il a fait de la piste, je me dis, oui, la journée va être longue, la fin de journée risque d'être compliquée pour Kelemen, parce que c'est pas un terrain favorable. Je connaissais le profil de ce côté-là de la route des Crêtes, et je me suis dit en plus au sommet, ça ne redescend pas cette route des Crêtes, donc ça risque d'être très compliqué pour lui. Et puis, il se fait reprendre par le deuxième groupe, mais il arrive à s'accrocher dans le deuxième groupe. Il est lâché à de multiples reprises dans la Gina Est, dans la Ginesse par exemple, il est lâché très régulièrement. Puis il est à chaque fois revenu dans la descente et à la fin il finit 10e, donc belle perf. Ça fait des points pour Tudor. C'est le premier top 10 de la saison pour Tudor Pro Cycling. Et pourtant c'est pas le coureur le plus connu de Tudor Pro Cycling, mais c'est un mec qui a quand même fait, je crois, 14e des championnats du monde. Donc c'est un petit peu comme Merhofer de l'autre côté qui avait fait deuxième des championnats du monde derrière Remco Evenepoel. Lui je crois qu'il a fait top 15 sur les championnats du monde en Belgique, donc en 2021, donc ce qui montre quand même des qualités. C'est pas qu'un mec qui fait que de la piste. Il a voilà 12e des championnats U23 en 2021, deuxième des Strade Bianche di Romagna en 2022. Donc voilà, et 10e d'une étape du Cebu Cycling Tour en 2020. Donc à l'époque où il était dans l'équipe de développement de la CCC, il est passé dans l'équipe de développement de la CCC. Et depuis 2022, il est chez Swiss Racing Academy, donc il est devenu Tudor. Mais c'est un coureur qui est très intéressant. Deuxième du classement de la montagne de la course de la paix en 2021. Troisième du général d'une course polonaise en 2021 également, une 2-2, voilà, et c'est un coureur là qui a des qualités, et là il s'est accroché, donc en plus pas mal de volonté, donc ça c'est très intéressant de la part de Piotr Kelemen, et il a un frère qui s'appelle Pavel. Là je peux pas vous donner plus d'informations parce que ma connexion est un petit peu en PLS en ce moment au niveau de la 4G, je ne sais pas ce qui se passe. Autant j'ai pu regarder tranquillement la course sans trop de difficultés, autant là il est 17h30, bah, ça fait depuis 20 minutes que la connexion est un petit peu en PLS, peut-être que tout le monde est rentré et tout le monde a activé sa 4G. Je poursuis avec bien tout de suite les bonnets d'âne. On s'attaque au bonnet d'âne désormais pour cette course, et on commence avec le premier, c'est Benoît Cosnefroy. Alors que s'est-il passé pour Benoît Cosnefroy aujourd'hui? Il était dans le bon groupe, c'est lui qui fait rouler son équipe
dans le final. Il part vraiment bien dans l'arrivée voilà, de cette route des crêtes. Il sort, c'est le plus costaud avec Paulès et Lenny Martinez. Donc là, on se dit en plus que derrière, ça suit pas. Donc là, je me dis, Cosnefroy, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Il est bien sorti. Donc il y a un petit groupe en plus parce que c'est vrai qu'il y avait 20 phases. Donc c'est vrai que s'il y avait seulement 3-4 coureurs qui sortaient, ça pouvait être compliqué. Mais là, ils étaient une dizaine. Donc là, je me dis, ok, super. Et puis, la traversée de la Ciotat. Très mal indiquée, cette traversée de la Ciotat, il faut le dire, où il y avait un embranchement et un rond-point. À l'embranchement, vous aviez deux routes la route se séparait comme ça, mais revenait voilà, au même endroit. Donc ça, c'était pas encore trop grave. Et puis ensuite, vous aviez un rond-point et qui n'était pas très bien indiqué au niveau des sorties. Il y avait pas mal de voitures qui étaient garées sur le bord de la route où il y avait de la circulation qui venait d'être arrêtée il y a 10 minutes, un quart d'heure avant, donc pas très longtemps avant le passage de la course. Donc c'était un peu le boxon également de ce côté-là. Donc on se retrouve dans la Ciotat après la descente de la route des Crêtes. Et j'ai l'impression que déjà il fait partie de ceux qui sont surpris par le premier embranchement, qui n'avait pas de conséquences, mais il est surpris à ce moment-là. Et puis je pense que ça fait partie de ceux... Alors Paulès lui a réussi à s'arrêter au bon moment, mais lui il a continué, il est monté 100 mètres plus loin. Le temps de redescendre, le temps de revenir, il était à 250 mètres. Il n'a jamais réussi à rattraper les 250 mètres. Il finit 60e de l'étape et je pense qu'il doit avoir un petit peu les boules. Que chez G2R, on doit avoir les boules également. Je ne sais pas si c'est une erreur d'aiguillage. Moi, j'ai l'impression que c'était surtout une erreur. Il n'y avait pas assez de panneaux qui indiquaient ce rond-point-là qui avait l'air d'être particulièrement difficile à prendre. Et parce qu'il y avait pourtant un signaleur mais qui était passé pas, je pense, au bon endroit, le signaleur. Et surtout, c'était... oui, on savait pas trop quelle sortie il fallait prendre. Donc, il y a peut-être eu une erreur de l'organisation. Je pense qu'il y a eu une erreur de l'organisation à ce moment-là. Et c'est dommage que l'erreur de l'organisation ait des conséquences pour le général de la course. Parce que ça a des conséquences qui sont vraiment pas top, quoi. Et puis c'est sûr que quand un coureur se retrouve comme ça à être en difficulté à cause d'une erreur d'aiguillage, ça fait toujours un petit peu mauvais genre, hein, on va pas se mentir. Autant c'est un truc qu'on a plutôt l'habitude de voir sur le Tour de San Juan en ce moment, autant en France c'est un peu plus surprenant, surtout sur les épreuves de Coupe de France. Mais là, la traversée de la Ciotat, c'était le bordel. Je pense aussi que on sait un petit peu comment sont les villes dans cette région-là de France. C'est-à-dire que, notamment sur le Tour de la Provence, on l'a vu à plusieurs reprises, dans cette région-là de France, les traversées de villes sont merdiques. Voilà, la Ciotat, Marseille, je me souviens sur le Tour de la Provence, je ne sais plus c'était quelle arrivée, la victoire d'Arnaud Démare, je crois que c'était il y a 2 ans, où vous aviez c'était le bordel et en plus il y avait des trucs qui étaient mal signalés. Là, il y avait encore pas mal de terre-pleins centraux, pas mal de couloirs de bus qui sont séparés, vous savez, avec ces petites bordures en ciment là, qui sont assez dangereuses. Dans ce cas-là, je pense que quand soit tu as la possibilité de sécuriser correctement ton parcours avec parce que tu as énormément de bénévoles qui sont capables de couper la circulation et qui sont capables également de signaler correctement la route aux concurrents, soit t'évites de passer par ces zones-là, hein. T'adaptes ton parcours. Par exemple, Paris-Bourges, la fin de la course à Bourges, on passe pas dans les coins les plus merdiques de Bourges. C'est déjà un petit peu merdique, mais on passe pas vraiment dans Bourges, dans Paris-Bourges. Il y a d'autres courses comme ça où on passe pas complètement dans les zones les plus techniques. Si on peut pas passer dans la Ciotat, faut pas passer dans la Ciotat. Faut tenter d'éviter cette zone-là, même si on doit ne pas passer par la route des Crêtes. Si on passe par la route des Crêtes, faut s'assurer qu'en termes de sécurité et en termes de moyens, on puisse ensuite passer par la Ciotat. Sinon, c'est un petit peu le problème. Et c'était un peu le bordel en plus à la Ciotat parce qu'il y avait des voitures qui étaient garées le long de la route. Ça, vous savez, j'aime pas ça parce que c'est un peu la méthode néerlandaise qu'on voit souvent sur l'Amstel. Et si un coureur tombe, ça peut être très dangereux, déjà pour vos voitures, mais ça peut être très dangereux pour le coureur parce que souvent c'est clavicule, voire omoplate, qui peut péter très facilement, et ça veut dire des temps d'indisponibilité qui sont très longs, surtout quand c'est l'omoplate. Je continue avec Uno X.
Et bah, on les a pas vus au NoX. Alors certes, ils avaient plutôt parié sur un sprint. Hein. Il y avait Alan Johannesson, mais Anders, pas Tobias, donc celui qui est bon au sprint. Il y avait Halvorsen et il y avait Rasmus Tiller. Donc on visait plutôt un sprint avec des coureurs qui quand même savent passer les bosses, hein, parce que Rasmus Tiller c'est quand même un bon coureur pour passer les bosses. Mais là je crois que c'est monté trop vite, c'est un peu comme pour Arnaud Delis. Mais autant la Lotto avait un coureur devant, autant eux ils n'ont pas réussi à mettre un coureur devant. C'est dommage du côté de Uno X, parce que oui, ça aurait été bien quand même de se montrer. Surtout qu'Uno X, début de saison qui est pas fantastique. Je crois que pour le moment ils n'ont pas pris de points sur les courses dans lesquels ils ont participé et que j'ai regardé. Je crois qu'ils n'ont pas pris beaucoup de points. Encore une fois, il y a aussi l'échéance 2025. Hein. C'est une équipe qui peut avoir envie d'aller en World Tour dans les années à venir. Mais pour ça, il faut marquer des points régulièrement. Et c'est vrai que là, sur ce début de saison, pour le moment, c'est pas fantastique de la part d'Uno X. Mais aujourd'hui, on ne les a vraiment pas vus. Le premier coureur d'Uno X, j'ai pas regardé. Le premier coureur d'Uno X, c'est Halvorsen. Donc 24e qui est dans le peloton, qui prend 3 points UCI. Et après, Tiller est également dans le peloton. Dvernes et Rezel également, alors que Orionstad et Bloom-Levy, eux, étaient dans des groupes distancés. On termine avec Clément Champoussin aujourd'hui. C'est dommage pour le coureur de Arkea, mais pour une très grande journée. Autant on a beaucoup vu Thibaut Guernalec. Impressionnant même, parce que je ne pensais pas aussi performant dans les pentes les plus sévères de la route des Crêtes. Il a vraiment été bon, Guernalec. Par contre, Champoussin, pas foufou. Je m'attendais à ce qu'ils suivent dans la route des Crêtes. Même au départ, je pensais que c'était plutôt Champoussin, mais c'était pas Champoussin. Et déjà sur la Classica Valenciana, c'était Louis Barret et pas Champoussin qui avait suivi les difficultés. Là encore, c'est pas Champoussin. La dernière saison n'a pas été fantastique pour Champoussin. C'est plutôt un coureur en plus, je crois me rappeler, qui arrivait à être performant en début de saison. Donc c'est pas très rassurant, voilà, pour Clément Champoussin. Parce que pour le moment, il a fait 2 jours de course, peut-être 3 jours de course, parce que je sais pas s'il était en Espagne sur les Challenges de Majorque. Non, il n'y était pas, mais 25e de la Classica de Comunidad Valenciana et 60e aujourd'hui à la Marseillaise. C'est pas exceptionnel. Alors ensuite, on le verra sur le Tour de la région de Murcie et Rain Paraiso intérieur. Donc peut-être que il a fait ces courses-là alors qu'il est encore dans un bloc d'entraînement, ce qui peut arriver dans un bloc de préparation de début de saison, mais c'était pas foufou. Sur cette course-là, alors que l'année dernière, quand il était chez AG2R, ce qu'il avait fait. J'ai vraiment une connexion qui est pourrave. Donc je vous le dirai peut-être un autre jour. Non, ça arrive. Il avait fini 13e, oui, c'est bien ce que je me souvenais, qu'il avait déjà fait plutôt des bons résultats sur ce Grand Prix cycliste à Marseillaise. Donc c'est pas hyper rassurant pour le coureur français qui est âgé de 24 ans. Et bien voilà, on a fait le tour de cette première manche de Coupe de France. Donc je rappelle le programme qui va suivre. Il y aura donc le Tour de San Juan encore, la dernière étape. Il y aura encore le Tour d'Arabie Saoudite, le Tour, l'Étoile de Bessèges également la semaine prochaine pour les courses en France. Et puis le Tour de la Communauté de Valence. Donc on va voir un petit peu comment on va se dégoupiller tout ça. Et puis piste verte, et puis il y aura un nouvel épisode de PS 2.0 vendredi. Il est en cours de finalisation d'écriture, donc c'est en train de se terminer. Il me doit me rester un truc genre 1 page et demie à écrire pour cet épisode de PS 2.0. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir, un commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!